Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Saison 2. Haïti, les chemins de la pensée. Romaric Fils-Aimé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans la deuxième saison de Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. Dans ce podcast, nous faisons parler les créateurs haïtiens, c'est-à-dire ceux qui donnent sens aux réalités que nous vivons. Qu'ils soient artistes, opérateurs culturels, penseurs, cette tribune leur est réservée. Nous nous proposons donc de vulgariser leurs œuvres. Et quant à moi, je suis Romaric Fils-Aimé, votre nouvel animateur, ce curieux qui aime écouter ce que les autres ont à dire. Nous sommes donc partis pour une deuxième saison qui sera, on l'espère bien, tout aussi passionnante et enrichissante que la première. Exceptionnellement, cette nouvelle saison sera consacrée à la revue franco-haïtienne de l'Institut français en Haïti, Conjonction, dont le 229e numéro est paru durant le mois de janvier dernier avec pour titre « Haïti, les chemins de la pensée ». Ce titre constitue d'ailleurs le thème principal de cette nouvelle saison. Bien entendu, avec cette situation de crise que nous traversons aujourd'hui, il est important de visiter ou revisiter des auteurs ou penseurs qui nous aideront à nous rappeler ce que nous sommes, d'où nous venons, et à partir de là, nous pourrons espérer faire émerger des pistes de solutions. La revue Conjonction nous offre donc cette opportunité et nous voulons la saisir pour alimenter les débats. Pour ce faire, qui de mieux que le rédacteur en chef de la dite revue pour ouvrir le bal? Ainsi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous accueillons Lionel Trouillot. Lionel Trouillot, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce premier épisode de la deuxième saison de Terre des érudits. Bonjour, merci de m'accueillir. Normalement, on ne vous présente plus Lionel Trouillot. Toutefois, je tiens quand même à rappeler que vous êtes écrivain, poète, chroniqueur, professeur d'université, pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, c'est sous le chapeau de rédacteur en chef de la revue Conjonction que nous vous recevons. Et justement, plus tôt cette année, le 17 janvier 2024, plus précisément, a été lancé le 229e numéro de la revue Conjonction après 7 ans de pause. Haïti, les chemins de la pensée. Qu'est-ce qui a bien pu motiver un tel titre, Lionel Trouillot? Bon, plus qu'un titre, c'est une problématique. Et il m'avait semblé, lorsque, au bout de discussions, de conversations amicales, j'ai accepté de devenir le rédacteur en chef de cette revue Conjonction, qui est quand même un élément du patrimoine culturel haïtien d'une très grande importance, et qui est aussi l'un des lieux, il en est d'autres, mais il n'en est pas beaucoup pour être honnête, l'un des lieux d'une conjonction justement entre Haïti et la France, au moins au niveau de la production intellectuelle. Donc, il m'avait semblé, quand j'ai accepté cette fonction de rédacteur en chef, qu'il fallait justement replacer Conjonction dans le contexte d'une production de la pensée haïtienne. Et donc, quand tout de suite, l'idée m'est venue de proposer plus qu'un thème, cette thématique, Haïti, les chemins de la pensée. La France, c'est quand même un pays étranger. Et souvent à l'étranger, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau des opinions publiques, il y a une perception soit négative, soit caricaturale d'Haïti. C'est le pays des artistes, des poètes, des peintres, de la pauvreté, des accidents de la nature. Et il fallait donc, en relançant la revue, rappeler quand même qu'Haïti est un lieu, et je dirais même un haut lieu, de production de pensée. Donc, il fallait revisiter, autant qu'on pouvait dans l'espace d'un numéro de presque 200 pages, il fallait donc revisiter ce qu'Haïti avait produit sur le plan intellectuel pour les Haïtiens, mais aussi pour les étrangers. Il y a le très beau poème d'Anthony Felch, « Étranger qui marche dans ma ville ». Rappelle-toi que c'est terre de poète, c'est aussi terre de pensée. Il faut rappeler
qu'Haïti pense Haïti, comme vous le précisez dans votre éditorial. Toujours dans votre éditorial, en parlant de la pensée haïtienne, vous évoquez, et là je vous paraphrase, ce conflit permanent entre une logique de continuité dominée par le paradigme de l'imitation et les héritages coloniaux et une logique de rupture. Voyez-vous, Lionel Trouillot, dans cette contradiction, un obstacle au développement de la pensée haïtienne ou plutôt une opportunité qui tend à favoriser la production intellectuelle de nos penseurs? Opportunité, je ne sais pas, en tout cas tension. Il y a une tension entre ces deux démarches, une sorte de démarche de la continuité qui est fondée d'ailleurs au XIXe siècle sur cette idée justement que Haïti et les Noirs sont les égaux des Blancs parce qu'ils peuvent faire comme les Blancs. Donc, il y a donc cette volonté, même quelqu'un comme Anténor Firmin, avec tout le respect qu'on lui doit, si elle laissait prendre. Donc, la preuve, je dirais, de notre humanité, c'est de pouvoir faire comme les Blancs. Mais pouvoir faire comme les Blancs, cela implique aussi accepter les choses proposées par un système de pensée, voire par un système économique aussi, et faire comme si elles étaient lieux naturels de savoir. Or, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie nous ont bien appris qu'il n'y a pas de lieu naturel de savoir. Il y a donc une autre proposition qui entre dans ce que certains philosophes africains appellent aujourd'hui une désobéissance épistémique, c'est-à-dire fonder d'autres lieux de pensée. Fonder d'autres lieux de pensée à partir d'autres interprétations de l'histoire et d'autres positions vis-à-vis de l'histoire. Et donc, il fallait faire ressortir cette tension qui a longtemps marqué et qui peut-être marque encore la pensée haïtienne, même au niveau du marxisme haïtien. Vous avez eu certaines propositions marxistes, mais qui ont été, si vous voulez, dans la reprise de concepts généraux en voulant les appliquer quasiment tels quels à la réalité haïtienne. Et vous avez aussi, chez des penseurs marxistes haïtiens, la volonté de produire une pensée en prenant évidemment tout ce que Marx et les marxistes nous ont amené au niveau de la pensée, mais en partant de la réalité haïtienne. Et donc cette tension, même au niveau de la littérature, on peut le dire aussi, pendant longtemps, c'est le paradigme de l'imitation qui a dominé la littérature, et c'est à partir de la revue indigène justement, en 27 ans, justement, que vous avez ce qu'on peut appeler une rupture avec le classico-romanticocentrisme qui caractérisait la littérature haïtienne. Donc oui, cette tension entre une logique de continuité et une logique de rupture pour produire du nouveau à partir d'une saisie de notre histoire, du lieu, des captifs d'abord, si on remonte à l'histoire coloniale, des nationaux haïtiens ensuite, si on prend l'histoire haïtienne après la création de l'État haïtien, cette tension, elle est, il me semble encore aujourd'hui, la tension majeure au niveau de la production de la pensée. Donc elle favorise plutôt la production intellectuelle. Je ne sais pas si elle la favorise. Disons que la production intellectuelle se débat avec cela. Et je ne vais pas me précipiter pour dire qu'elle la favorise. Peut-être qu'elle la freine aussi quelque part. Peut-être qu'il y a des choses que nous n'osons pas penser parce que cette logique de continuité est encore trop dominante. S'il fallait catégoriser les différents moments de la pensée haïtienne, de 1804 à nos jours, quels seraient-ils d'après vous et qui seraient les figures de proue? Aïe, ça c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Je ne vais pas prendre sur moi de catégoriser, si vous voulez, l'histoire de la pensée en Haïti. Je reviens à cette idée d'une grande tension entre donc la logique de continuité qu'on trouve déjà à la fin du 19e siècle. On trouve déjà cette tension entre la logique de continuité et la logique de rupture. D'ailleurs, la phrase que vous évoquez, elle n'est pas de moi. C'est une phrase que j'emprunte justement pour montrer aux gens qu'il y a eu cette pensée. C'est déjà les Hannibal Price et autres posaient cette question-là. Janvier la pose aussi quelque part. Price-Mars la pose clairement, même si c'est surtout au niveau des pratiques culturelles qu'il aborde cette question-là. Donc, il y a cela. Ensuite, je pense que c'est un autre élément très fort
il y a une sorte de technocratisme qui se prend pour de la pensée. Et nous avons connu cela, et nous connaissons peut-être encore cela, en Haïti, c'est les Inyaka. Il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, ceci a été fait ailleurs, ceci a marché. Donc, c'est donc l'idée de la reproduction d'un modèle qui, là encore, serait un modèle qui nous serait venu de l'Occident. Je pense qu'il y a, et puis évidemment, il y a pour moi deux grandes aventures dont on parle d'ailleurs dans ce numéro. C'est l'aventure du marxisme haïtien, qui marque un écart par rapport au nationalisme très respectable, mais aussi très à droite du 19e siècle. Il y a donc ce marxisme haïtien qui essaie de penser la réalité haïtienne en utilisant le marxisme non comme un dogme, mais comme une méthode et comme un outil de pensée. Et puis, il faut leur rendre hommage. Et là, excusez-moi de le dire, quand on voit comment certaines pratiques du christianisme se sont dégradées en Haïti, ce à quoi on assiste aujourd'hui est lamentable quand on pense à ce que cela a été la récupération par un ensemble de chrétiens d'Haïti du personnalisme chrétien, de toute cette tendance philosophique. Donc il y a des pistes, et il ne faut pas non plus tomber dans le piège d'une catégorisation. À tel moment il y a eu ci, après il y a eu ci, après il y a eu ça. Je ne crois pas que l'histoire de la pensée, en Haïti ou ailleurs d'ailleurs, elle se déroule sur ce modèle-là. Souvent, après, on catégorise, c'est juste pour pouvoir schématiser un peu et identifier et fixer des repères, mais la catégorisation, je dirais, extrême, peut être quelque chose de dangereux parce que ça peut vite devenir caricatural, dogmatique et limitatif. Dans ce numéro, vous avez publié 2 articles. L'un d'entre eux s'intitule « Mulâtrisme et noirisme, écueil de la pensée ». Dans celui-ci, vous avez exposé 2 idéologies antagonistes qui ont fortement influencé les débats sur la question sociale haïtienne. Il intro, ma préoccupation est la suivante. Haïti, dans son essence comme nation, symbolise la liberté pour toutes les races, l'égalité entre tous les peuples. Mais comment se fait-il que cette nation-là soit autant déchirée en son sein par ce clivage racial? Mais c'est la condition même de naissance de la société haïtienne et de l'État haïtien. Évidemment, dans ces conditions de naissance, il faut voir l'héritage colonial, les structures de la société plantationnaire, de la société esclavagiste, la hiérarchie raciale instaurée dans cette société coloniale et esclavagiste, et évidemment la naissance des classes sociales qui vont constituer les classes sociales dans l'État haïtien. Tout cela explique l'importance de cette question de couleur non seulement dans l'histoire de la pensée, mais dans l'histoire des pratiques sociales et politiques haïtiennes. Il faut mettre tout ça en lien avec beaucoup de choses, avec en grande partie cette idéologie de l'imitation, cette idéologie de blanc puis bon. Bon, si blanc puis bon, monde qui puis semblait blanc, il est puis bon. Donc vous avez cet élément-là du mulâtrisme, et vous avez aussi le noirisme comme idéologie de réaction au mulâtrisme, qui n'est pas non plus une idéologie, si vous voulez, porteuse d'une vision nationale fondée sur l'égalité. Et moi, j'ai voulu, parce qu'on a dit tant de choses sur le mulâtrisme et le noirisme, qui sont pour moi 2 idéologies réactionnaires. L'une, le mulâtrisme est une idéologie plus sociale que directement politique, même s'il y a eu des moments, il y a eu des grands moments politiques du mulâtrisme. On peut penser au régime de Borno, on peut penser au régime de Lescaut. Mais puis l'autre, le noirisme, c'est carrément une idéologie qui s'est donnée comme une idéologie politique en réaction au mulâtrisme. Là, moi, dans cet article, je me suis un peu amusé parce que je n'ai fait que les citer. J'ai cité les propositions
Mulatriste, avec ce fameux Lespinasse qui dit des choses incroyables. Et j'ai cité les propositions noiristes avec François Duvalier et Lorimer Denis en particulier, et le docteur René Piquion aussi. Et puis en mettant une petite nuance, il m'a semblé extrêmement important de le faire sur Price-Mars. On a voulu faire passer... Vous savez, c'est terrible ce qui s'est fait aussi dans ce pays quand on parle du noirisme et du mulatrisme. Toute critique du mulatrisme, les mulatristes l'ont fait passer pour noiristes. Toute critique du noirisme, les noiristes l'ont fait passer pour mulatrisme. Il me semblait qu'il fallait justement sortir de cette fausse dichotomie pour arriver à quelque chose de nettement plus rationnel, de plus descriptif. Au fait, dans cet article, je n'ai fait que décrire les discours et les pratiques liées à ces deux idéologies. Ce n'est pas du tout un article d'opinion, c'est un petit relevé de voilà ce qu'ont dit les mulatristes et voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ont dit les noiristes et voilà ce qu'ils ont fait. Avec, ça m'avait paru essentiel, la volonté de sortir au Price-Mars de ce merdier dans lequel on a voulu l'enterrer. Alors, la citation de Price-Mars est très nette, en disant que la question sociale haïtienne n'était pas, pour lui, la question de couleur. Et ça, il a écrit noir sur blanc. Pour faire passer un tel individu pour un noiriste, c'est de la méchanceté intellectuelle. Dans l'autre article intitulé « La revue indigène 1927-1928, Haïtianité, modernité, expérimentation », vous avez fait une recension de la revue indigène qui, malheureusement, n'a pas fait long feu dans l'espace littéraire haïtien. Cependant, en quoi cette revue a-t-elle influencé l'évolution de la pensée haïtienne, Melin Trouillon? La revue indigène est sans doute l'événement collectif le plus important dans l'histoire, au moins de la poésie haïtienne. On pourrait dire dans l'histoire de la littérature haïtienne, mais soyons prudents, disons dans l'histoire de la poésie, haïtienne. Le fait que la revue n'a duré que 7 mois. 7 mois, quelques mois. Elle commence en 27, elle se termine en 28, n'est pas un fait... À mon avis, ce n'est pas du tout là le fait majeur. Il ne faut pas oublier que ce sont des garçons qui sont pour la plupart dans la vingtaine. La plupart des fondateurs et membres de la revue indigène n'ont pas encore 25 ans quand ils se lancent dans cette aventure qu'à l'époque, personne ne prenait au sérieux. Il faut le rappeler, quand ces messieurs commencent la revue indigène, personne ne les prend au sérieux. Ce ne sont pas les poètes respectés par l'establishment littéraire de l'époque. Ce sont pour la plupart des garçons de la bourgeoisie qui ont une culture littéraire très, très importante pour l'époque et qu'on considère comme des fantaisistes. Et c'est normal qu'au bout de quelques mois, de quelques années, c'est normal qu'ils aillent chacun vers leur propre chemin. Ils sont au tout début de leur carrière littéraire. Mais l'important de la revue indigène, c'est que justement, ce paradigme de l'imitation, qui était le paradigme dominant, et ce paradigme de l'imitation qui vient avec un paradigme de l'exclusion et un paradigme de l'infériorité de ce qui est africain ou local. Bon, le travail que fait Price-Mars sur le plan de la culture en général, c'est ce travail, à certains égards, que fait la revue indigène sur le plan de la littérature elle-même et de la poésie en particulier. On pourrait dire, si on voulait être un peu méchant, que ce qui se passe avant la revue indigène est un peu, si vous voulez, dans l'archéologie de la poésie haïtienne, Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle a de révolutionnaire, cette revue? Elle n'a rien de révolutionnaire sur le plan politique. Ça a été un grand mensonge. La revue indigène n'est pas une revue contre l'occupation. D'ailleurs, il y a un texte politique dans la revue indigène. Il n'y a pas de texte interpellant directement la question politique. Elle est révolutionnaire dans le rapport à la pensée littéraire. Qu'est-ce qu'écrire? Pour qui écrire? Comment écrire? Avec quoi écrire? Là, elle est vraiment
révolutionnaire. Et c'est la première fois où il est dit clairement, même si ces messieurs n'avaient pas eux-mêmes l'âge littéraire de le faire, où il est dit clairement que l'avenir de la littérature haïtienne est en créole. Dans l'éditorial de l'armée indigène, il est dit clairement qu'il faut considérer notre langage, le créole. On va leur faire un procès parce qu'ils utilisent le mot langage plutôt que le mot langue, mais ça, à mon avis, c'est un procès de linguiste un peu emmerdant, parce que dire quand même en 27, notre langage, le créole, ça doit être notre langage d'écriture, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc sur le plan de la littérature et au niveau de la pensée et au niveau de la pratique, parce que c'est la revue indigène qui va instaurer le poème en Haïti. Tout ce qui s'écrivait avant, majoritairement, c'était des poèmes à forme fixe. Le poème moderne, que nous connaissons, sur le même mode que celui d'Éluard, ou celui de Nazim Hikmet, ou celui des grands poètes de la modernité du XXe siècle, ce poème-là naît en Haïti avec la revue indigène. Ils ne sont plus dans l'obsession de la rime, faire rimer amour avec toujours. Ils ne sont plus dans la répétition ou l'imitation de ce vers français, sans connaître vraiment d'ailleurs tous les éléments de la métrique et de la prosodie française. Il y a une rupture très nette. C'est-à-dire, Haïti commence à s'affirmer comme lieu d'écriture en toute autonomie avec la revue indigène. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est que, bon là encore, ce sont les mensonges de l'histoire littéraire. Quand on parle de l'école indigéniste, la revue indigène n'a rien d'une école. Justement, on va revenir là-dessus. Votre recension a aussi le mérite de nous défaire de certains préjugés concernant la revue. Comme vous venez de le dire, elle n'a rien de politique. En fait, nombreux sont ceux qui lui ont conféré un caractère purement nationaliste, voire militantiste. Mais en vous lisant, l'on se rend compte que cela n'a nullement été le cas. Comment expliquez-vous cette mécompréhension? Je pense qu'il y a toute une tradition dans l'histoire littéraire haïtienne. Et là, il faut quand même dire que les champions de cette tradition désespérante sont quand même Prader Pompidou et Raphaël Béhoud. Il faut absolument, selon cette idéologie de la littérature, renvoyer la littérature au contexte social immédiat. Et donc, quand il y a l'occupation, il faut considérer la littérature dans le rapport direct à l'occupation. Or, nombre des membres de la revue indigène ont eu des positions politiques. Bon, le plus connu, c'est Roumer. Mais Roumer en a eu aussi. Boire en a eu aussi. Mais ce n'est pas dans l'espace de la revue indigène que ces positions se sont manifestées. Quand on lit le Roumain de La Trouée ou de Le Petit Impartial, qui sont des journaux de l'époque auxquels collaborent des membres de la revue indigène, là, on est dans le politique. Il y a deux grands vices dans l'enseignement de l'histoire littéraire. Vous avez cette sorte d'historicisme. Il faut absolument... il y a le contexte et il faut lier la littérature au contexte immédiat. Et l'autre, c'est le biographisme. C'est-à-dire, l'auteur a une vie, il faut aller chercher le point de vue de l'auteur dans son écriture, dans les éléments de sa vie. Si Oswald Durand écrit Choukoun, c'est parce qu'il a été abandonné par une femme qui s'appelle Choukoun. Voilà, ce genre de raisonnement très mécanique a dominé l'enseignement de la littérature. Et puis aussi, il y a eu cette volonté aussi d'opposer local et universel. Donc, il fallait montrer que la revue indigène, et ça, le duvalierisme, il y a pour quelque chose, il fallait présenter la revue indigène comme justement la manifestation du sentiment national local. Il y a certainement du sentiment national dans la revue indigène, mais c'est faire mentir les textes que d'aller dire que c'est défendre la culture haïtienne, c'est défendre la politique haïtienne, c'est s'insurger contre l'occupation. Ça fait un peu honte parce que quand on lit les textes et
et je les ai lus, je ne suis pas le seul, il y a un excellent travail qui avait été fait dans un précédent numéro de Conjonction par les regrettés Joubert Satire, Claude Pierre et moi-même, sur justement la thématique de la revue indigène. Aucune allusion directe à l'occupation, aux politiques, à l'occupation. Lionel Trouillot, je vous dis merci de votre disponibilité et à bientôt. Merci à vous. L'essentiel, c'est que nos auditeurs lisent Bien, tout à fait. La revue. Merci beaucoup. Tout à fait. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était Lionel Trouillot, le rédacteur en chef de la revue Conjonction, revue franco-haïtienne de l'Institut français en Haïti. Vous trouverez ce numéro dans les librairies de la place. Il est également disponible en ligne. N'hésitez donc pas à vous le procurer. Merci de votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.